Die Hard est l'un des grands exemples de classiques cinématographiques. Tout d'abord écrit pour le compte de la Fox, le scénario du film de Jeb Stewart est étroitement basé sur le roman Nothing Lasts Forever. Écrit par Roderick Thorpe, c'est l'histoire du flic à la retraite de New York, Jolly Land. Ce personnage, la base de John McClane, est apparu dans un autre roman intitulé The Detective. Ce livre a été adapté en 1968 dans l'un des premiers films classés R du cinéma, mettant en vedette l'incomparable Frank Sinatra. Celui-ci s'est vu offrir le rôle principal de Die Hard dans les années 1980, mais le personnage âgé d'une soixantaine d'années, comme dans le roman également, ne pouvait être envisageable. Après que Sinatra se soit sagement éloigné du projet, Fox a eu du mal à trouver une nouvelle prémisse. Alors Joel Silver, qui arrive sur le projet et la Fox, recycle le projet, où il est question d'en faire une suite à Commando de 1985, le film avec Arnold Schwarzenegger. Joel Silver rachète au scénariste Shane Black le titre de son scénario, Die Hard, qui était prévu pour Le Dernier Samaritain. Puis suite au refus de Schwarzenegger, le film repart sur de nouvelles bases, et il fait partie de la longue liste de projets proposés à Clint Eastwood, qui n'accepte pas le projet non plus. Le rôle principal est alors proposé à beaucoup de comédiens en vogue, comme Robert De Niro, Richard Gere, Mel Gibson, Harrison Ford, en passant par Don Johnson avant que Bruce Willis n'obtienne le rôle principal. Venant plus de la comédie comme Boire et déboire ou Meurtre à Hollywood, est très remarqué grâce à la série télévisée Clair de Lune. Ce choix fut une énorme surprise à l'époque. Le nom du personnage de Leland a été modifié par John Ford, puis remplacé par John McClane. C'est suite au succès de Predator en 1987 que le réalisateur John McTiernan est choisi pour passer derrière la caméra. Steven de Souza est appelé pour faire des retouches sur le scénario avant et pendant le tournage. Le film sort en 1988. Bienvenue à la fête, camarades! John McClane, policier new-yorkais, est venu rejoindre sa femme Holly, dont il est séparé depuis plusieurs mois, pour les fêtes de Noël, dans le secret espoir d'une réconciliation. Celle-ci est cadre dans une multinationale japonaise, la Nakatomi Corporation. Son patron, Monsieur Takagi, donne une soirée en l'honneur de ses employés à laquelle assiste McClane. Tandis qu'il s'isole pour téléphoner, un commando investit l'immeuble et coupe toutes les communications avec l'extérieur. John va alors tout mettre en œuvre pour sauver sa femme et les otages. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Le cinéma des années 80 fait partie d'une de ces périodes où les films révolutionnent un genre et marquent les mémoires de leur empreinte. Comme Blade Runner, comme un objet sociologique en raison de son importance culturelle sur le mouvement cyberpunk. Et Terminator 2, révolutionnaire pour ses effets visuels. Avec Piège de cristal, alias Die Hard, le réalisateur installe définitivement le film d'action au panthéon des genres cinématographiques. Die Hard est une œuvre charnière synonyme de révolution du genre, comme peuvent être également l'être Terminator et Rambo, dont l'influence fut telle qu'une bonne partie de la production de films d'action de la décennie suivante emboîta le pas de ses idées conceptuelles, le déroulement à huis clos du récit notamment. Avec ce film, McTiernan redéfinit les codes en créant inconsciemment un nouveau style, un nouveau type de personnage, un nouveau rythme et presque un nouveau genre dans la culture populaire. Il y a eu un avant et un après Piège de cristal. Et pour comprendre les raisons de cette importance fondamentale qu'il occupe dans le paysage cinématographique, il convient de voir la thématique de confrontation épique déjà présent dans le film précédent de McTiernan, Predator. Un thème qui ne s'articule pas uniquement en fonction du danger, mais aussi en rapport avec l'environnement dans lequel le personnage évolue. Tantôt une jungle inhospitalière dans Predator, tantôt un building dans Die Hard, qui va l'aider à exister au sein d'un territoire fondamentalement hostile à sa présence. Et comme dans son précédent exercice, le réalisateur va à nouveau utiliser un personnage particulier pour mener à bien son entreprise. Celui d'un héros décontracté, désabusé, musclé et charmeur, combatif, mais toujours ironique, avec quelques blagues qui fusent pour détendre le tout. Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. L'engouement pour Piège de cristal vient surtout de l'intelligence remarquable qu'a McTiernan d'élever les codes du genre au travers de cette exigence thématique, au point de lier peut-être pour la première fois les figures du genre avec cette dimension touchant à l'identité même de l'humain. C'est pourquoi le spectateur s'attache si facilement au personnage de John McClane, incarné avec brio par Bruce Willis, qui y trouve son rôle le plus emblématique. John McClane restera toujours son rôle signature. L'acteur dégage un charisme incroyable à l'écran et qui correspond à merveille au personnage. Sans jamais être ridicule, l'acteur donne vie de très bonne manière à l'un des policiers les plus connus du cinéma. Tantôt drôle, tantôt d'une grande brutalité, il campe un homme qui a une phobie de l'avion
et qui pourtant va faire des choses extraordinaires pour sauver sa femme. Le public va vite éprouver de l'empathie pour ce monsieur tout-le-monde transformé en héros. McTiernan va raconter la lutte d'un homme ordinaire qui doit survivre dans un contexte résolument anormal. Pour nous préparer à accepter inconsciemment les péripéties qui vont suivre, le réalisateur fait donc le choix d'une introduction inhabituelle de John McClane dans un avion. À contre-courant de l'iconisation immédiate et tapageuse de l'époque, cette ouverture place McClane sur un pied d'égalité avec son voisin. Cela suscite une identification du spectateur pour le personnage effrayé à l'idée de quitter le plancher des vaches. Après ce préambule, le cinéaste va offrir à son public un modèle de rythme, de construction d'intrigue, de contextualisation, de structuration et de progression dramatique totalement novateur pour l'époque. C'est un huis clos qui prend aux tripes dans une tour de verre sous forme de labyrinthe pour une véritable chasse à l'homme loin d'être statique. Une œuvre remplie de méchants à la fois terrifiants et menée par un chef charismatique interprété par l'inoubliable Alan Rickman. Absolument génial en antagoniste calculateur et méticuleux. Gruber est une merveilleuse création de Rickman, un méchant plein de charisme et de charme. Il est insidieux et hypnotique à la fois. C'est tout simplement l'un des meilleurs antagonistes du cinéma, souvent copié mais jamais égalé. Cette traque et confrontation est menée dans un seul décor transformé en véritable champ de guerre à échelle humaine, multipliant les moments de bravoure. Les années 80 ont été également une décennie étrange pour les films d'action. C'était une décennie étrange où ces films d'action étaient juste incroyablement exagérés. Le personnage du mal alpha a été dépeint par de nombreux acteurs tels que Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger. Des hommes au corps irréalistes et aux façons encore plus irréalistes de gérer leurs problèmes. Le nombre de morts était toujours énorme. Puis vint John McClane, un homme tout à fait ordinaire. Officier de la police de New York, il n'est ni un super-héros, ni un mal alpha. Willis a apporté beaucoup de cœur en fondant son personnage avec son charme et son intelligence, transformant chacune de ses confrontations de McClane en une expérience exaspérante. Il est faillible, il pourrait être blessé, stressé, fatigué et effrayé. Il ne peut pas donner toutes les réponses ou savoir exactement quoi faire à tout moment. Il doit beaucoup improviser, ce qui n'a pas toujours été le meilleur pour lui. Dans une décennie où les héros d'action étaient fondamentalement surhumains, il s'est démarqué parce qu'il se sentait comme un être humain. Après tant d'années et tant de tentatives pour reproduire son succès, Die Hard résiste toujours à merveille. C'est toujours incroyablement divertissant et engageant, et c'est toujours aussi puissant. Cela n'est pas seulement dû à la performance gagnante de Bruce Willis, mais aussi à la courageuse femme de John McClane, Holly, de Bonnie Bedelia. Elle n'a pas grand-chose à faire, mais Holly est tout aussi dure à cuire que John. C'est une femme qui sait se débrouiller, se battre pour ses amis et sa famille, et qui ne se moque de personne, même pas de John. Leur chimie est excellente, et nous l'encourageons chaque fois que Holly se présente. Pendant ce temps, ils ont tous les deux ce méchant fantastique à affronter, Hans Gruber. Outre les performances, ce qui garde Die Hard réaliste, ce sont les prémices simples et les moments incroyablement tendus. McTiernan créait des scènes d'action fantastiques où la meilleure partie d'entre elles était à la fois incroyablement complexe et totalement simple. Bien sûr, il y a quelques moments qui défient toute croyance, comme McClane se jetant hors du bâtiment, accroché à un tuyau d'incendie pendant une énorme explosion, mais leur exécution n'exagère jamais. Ils ne déploient pas d'énormes astuces ou des angles de caméra ou n'utilisent pas trop d'effets spéciaux. Ce sont simplement des scènes d'action simples. En les regardant aujourd'hui, après la révolution des effets visuels, elles fonctionnent toujours très bien. McTiernan crée la tension au maximum et nous embarque dans un enfer aux côtés de McClane. En prime, le film n'abuse pas de l'humour, il y a des moments amusants, mais il se sent totalement bien équilibré avec le reste du film. Avec ce film, le réalisateur plonge son spectateur avec subtilité dans une œuvre à couper le souffle. Le long métrage de McTiernan alterne habilement avec un sens du dosage exceptionnel, des séquences intimistes et des grosses scènes de fusillade dans un déluge d'action incroyable. Une partie de ce qui rend Die Hard si différent des superproductions d'action précédentes de la même époque, de Star Wars, Indiana Jones, Rambo, en passant par Aliens, est le fait que contrairement aux héros des films précédents, John McClane n'a pas à entreprendre une quête ou une croisade pour réparer un tort, récupérer un grand bien, détruire un grand mal pour sauver une princesse, récupérer une arche, battre des extraterrestres ou vaincre les nazis. Au lieu de cela, il se retrouve assiégé de manière inattendue par un mal envahissant qu'il ne cherchait pas, luttant pour sa propre survie et celle des autres.
Et ce mal insidieux prend la forme non pas de méchants exotiques d'un autre monde ou d'un autre temps, comme des Stormtroopers, des nazis, des extraterrestres ou des Vietcong, mais de quelque chose de beaucoup plus immédiat, des terroristes et des criminels de haute technologie. Aucun artefact mystique ou force naturelle, Ned McClane. Aucune arche, aucun sabre laser, force ou gloire. Les facteurs ici sont tous banals, armes à feu, explosifs et hélicoptères. Et les autorités, la police et le FBI, qui devraient faire tout leur possible pour le sauver, lui et ses compagnons captifs, le prennent pour un incompétent et le rabaissent. Il est complètement seul. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Derrière ses punchlines et moments héroïques, John McClane n'hésite pas à montrer ses faiblesses avec émotion et à avoir des doutes. Et curieusement, aucun des nombreux clones de Die Hard n'a tenté de reproduire ce trait clé. Steven Seagal, Wesley Snipes et les autres héros d'action qui ont suivi les traces de Bruce Willis avaient tendance à être aussi impassiblement héroïques que Rambo. Die Hard prouve sournoisement la façon dont il joue avec l'héroïsme cinématographique dans un échange clé entre John McClane et le cerveau criminel Hans Gruber. Cet échange fait partie de l'une des innovations clés de Die Hard. McClane a éliminé l'un des hommes de Gruber et a récupéré un talkie-walkie, lui permettant non seulement d'écouter Gruber et ses hommes, mais aussi de s'adresser directement à lui, le narguant pour tenter de le déstabiliser. Mais Gruber, imperturbablement suave et sophistiqué, dans son costume de grande marque, n'est pas si facilement déstabilisé. Encore un orphelin d'une culture défaillante qui se prend pour John Wayne, Rambo, Matt Dillon. J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises pailletées. Cette interaction directe et anonyme entre le héros et le méchant est électrisante et constitue un élément crucial du succès de Die Hard. Cette confrontation a été largement copiée dans les films ultérieurs, pour la plupart sans succès, à l'exception de Dans la ligne de mire, où le rôle de l'appelant fantôme est revenu au méchant de John Malkovich, qui provoque le héros de Clint Eastwood au téléphone. Die Hard plaît également en offrant de petites mais satisfaisantes opportunités d'héroïsme et de triomphe à ses sympathiques personnages secondaires. Cela s'applique au seul allié de John McClane à l'extérieur de la tour, le sergent Hal Powell, joué par Reginald VelJohnson, qui aime les Twinkies, et même à Argyle, interprété par Devereaux White, le chauffeur de limousine funky, qui aime Run DMC. Le musicien Michael Kamen est devenu compositeur pour des films d'action avec la partition musicale de L'Arme Fatale un an plus tôt. Il compose ici un score qui fonctionne tout simplement brillamment dans le film et est devenu l'une des partitions musicales de film les plus influentes de son temps. Yippee-ki-yay, pauvre con.